Bonjour Mathias. Bonjour Antoine. Alors, j'allais te poser une question, comment vas-tu? Parce que c'est vrai que c'est une question de politesse en général qu'on pose à nos invités, mais chez toi, cette question-là, elle a presque une répercussion à trois niveaux. Il y a le côté, bon voilà, comment vas-tu tous les jours? Sauf qu'il y a comment vas-tu par rapport à ta maladie de Lyme, donc on va y revenir de suite dessus, et comment vas-tu aussi par rapport à cette grève de la faim que tu as commencé donc maintenant il y a 10-12 jours, c'est ça? Ouais, en fait, j'attaque mon 13e jour de grève de la faim. Donc, comment je me sens? Physiquement, je me sens fatigué aujourd'hui. Voilà, j'ai quelques vertiges, ouais, je sens que je suis un peu fatigué, quoi, hein. Niveau douleur par rapport à la maladie de Lyme, ouais, j'en ai quand même pas mal. Bon, elles sont principalement nocturnes. La journée, j'en ai, mais elles sont plus supportables que la nuit. Après, au niveau psychologique, je suis toujours autant déterminé, ouais, comme le premier jour, quoi. Là-dessus, il y a pas de doute. Donc voilà, tu vois, c'est c'est vraiment une question délicate à te poser en début d'interview. Ouais, Euh, En général, c'est vrai qu'on s'attarde pas dessus, cette formulation de politesse avec nos invités, mais chez mm, toi, ça a vraiment un impact qui est important. Bon, on y reviendra sur la partie grève de la faim. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc nous, on a expliqué sommairement que toi, tu es atteint de la maladie de Lyme, hein. C'est une maladie qui est transmise par une infection, une morsure de tic. mm. Alors c'est pas juste une morsure, il faut peut-être qu'elle reste un peu longtemps sur le corps. Tu vas nous expliquer tout ça. Euh, voilà, depuis quand est-ce que toi déjà tu es atteint par cette maladie? Quand est-ce que tu l'as diagnostiqué pour la première fois? Ah le diagnostic, il a été posé récemment, hein, il a été posé en décembre 2014, mais je suis malade depuis de très nombreuses années avec de l'errance médicale et des erreurs de diagnostic. Pourquoi? Parce que cette maladie, aujourd'hui, la population en est très très peu informée. On connaît bien la forme aiguë de la maladie, hein, c'est-à-dire on se fait piquer par une tique, ça tout le monde plus ou moins le sait, hein, que c'est quand même dangereux. Mais on ne connaît pas en France, en tout cas, la maladie sous sa forme chronique n'est pas reconnue en fait. Et pourtant, elle existe bel et bien, quoi. Voilà. Donc moi, mes premiers symptômes, ils ont apparu très très jeunes, vers l'âge de 7-8 ans. Est-ce que j'ai été infecté à ce moment-là? Certainement. Que j'ai eu peut-être une surinfection. Moi, pour moi, je suis quand même né avec la maladie de Lyme. Voilà. Donc, Ah oui, donc j'ai- tu penses donc oui. ça veut dire que la maladie serait transmissible sûrement de la mère à l'enfant, je suppose? Ouais, exactement. Voilà, ça a été prouvé scientifiquement, hein, donc c'est bien possible. Voilà, moi, ma maman était malade. Elle a encore des signes de la maladie de Lyme. Euh, Même si elle arrive à faire face dans son quotidien, c'est beaucoup moins validant que chez moi, heureusement pour elle. Mais voilà, moi je pense que j'ai été contaminé comme ça. Après, effectivement, il y a peut-être eu des surinfections. Euh, et puis voilà, après en avançant dans la vie, en fait, hein, en fonction de ce qu'on vit, il y a des répercussions en fait qui sont directes sur le système immunitaire. Et quand le système immunitaire est affaibli, la bactérie en fait qui est à l'origine de la maladie de Lyme, qui s'appelle la Borrelia, cette bactérie, elle prend le dessus en fait, hein, et elle crée des symptômes. Voilà. Donc chez moi, ils ont été dans un premier temps articulaires, musculaires, et puis ensuite, petit à petit, ça a évolué parce qu'on m'a fait, parce que j'ai reçu des erreurs de diagnostic, hein. On m'a diagnostiqué. Ouais, vas-y, tu voulais Ah oui, poser non, mais une en fait, question. c'est ça le drame. C'est-à-dire que quand je t'écoute, j'ai l'impression que finalement, le corps médical, c'est quand même une maladie qui. Voilà, moi j'en entends parler depuis des années, donc c'est pas une nouvelle maladie, on va dire. Le Mmh. corps médical, finalement, a mis plus de 30 ans à te diagnostiquer avec cette maladie-là, alors que les symptômes
là me semble quand même assez caractéristique de la maladie. Alors, les premiers gros symptômes qui auraient pu les mettre sur la voie ont apparu quand même vers l'âge de 18, ouais, enfin 20 ans, quoi, 20, 21 ans, quoi. Donc oui, là, effectivement, avant, ça aurait été très délicat quand même. Bah, sauf si on avait eu, bien sûr, des tests fiables, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein, puisqu'il faut savoir que les tests de dépistage qui sont actuellement disponibles en France ont été calibrés sur des personnes en bonne santé. Voilà. Donc, et de toute façon, il ne doit pas y avoir plus de 5% de la population contaminée, hein. C'est écrit en fait dans ce qui fait foi aujourd'hui, hein. C'est la conférence de consensus de 2006, hein. On appelle ça comme ça. C'est un document, voilà, sur lequel c'est noté noir sur blanc. Ah oui, alors quand tu dis 5%, c'est selon les chiffres officiels, selon la police, on va dire. Ouais, c'est ça, il y aurait jamais plus de 5%. Les tests, ils ont été calibrés pour pas qu'il y ait plus de 5% de gens malades, en fait. Dans le monde entier, hein, puisque ça fait foi, pas qu'en France, hein. Ce texte a été créé par des experts américains. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont été reconnus sous conflit d'intérêts de firmes pharmaceutiques en 2008. Et bon, après, ils se sont dit les spécialistes de la maladie de Lyme, et ils ont imposé ça dans le monde entier, en fait. D'accord. Et toi, du coup, dans ton parcours, finalement, tu as quand même rencontré des personnes qui étaient peut-être un peu plus professionnelles que d'autres ou un peu plus au courant. Donc, un certain professeur qui t'a pris en charge. Alors, moi, le diagnostic, il a été posé par donc, dans toutes ces années d'errance, hein, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un docteur sur Nîmes, qui est rhumatologue, et qui, lui, a pris le temps réellement d'étudier mon dossier, hein. Il a passé 1 heure et demie à éplucher toutes mes analyses depuis plus de 10 ans. Et au bout du compte, il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, pour moi, ils se sont trompés, vous n'avez pas une spondylarthrite ankylosante, hein, donc maladie pour laquelle j'ai été reconnu, pour laquelle j'ai dû changer de métier, enfin voilà, j'ai fait énormément de sacrifices par rapport à tout ça. Il me dit, pour moi, vous avez une maladie de Lyme. Il me dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est guérissable. Sur le coup, je me suis dit, Chouette. qu'est-ce qu'il dit? C'est que, ouais, oui, chouette, mais j'étais un peu méfiant aussi parce que au bout d'un moment, tu te méfies, si tu veux. Moi, Bien sûr. Plus j'ai avancé dans tout ça, plus je me suis méfié du corps médical, hein. Donc, je me suis dit, attention, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait mes enquêtes, hein, j'ai fait des recherches sur Internet, hein, comme tout le monde peut le faire. Et puis, je me suis aperçu qu'il avait raison et que voilà, quand mes tests sont revenus, malgré qu'ils soient négatifs, mais au vu de mon état clinique et de certaines bandes, moi, là, je rentre trop dans le détail, mais voilà, il y a 2 tests en fait disponibles. Il y a le ELISA et le Western Blot. Voilà, sur le Western Blot, même malgré qu'il soit négatif, en fait, il y avait bien des bandes qui faisaient que pour lui, c'était positif et que j'ai bien la maladie de Lyme. Diagnostic qui m'a été confirmé donc, par un professeur sur Paris. Qui était reconnu. Les bandes étaient négatives parce que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le diagnostic ayant été calibré d'une certaine façon, ça ne pouvait revenir que négatif finalement. Alors qu'en réalité, tu étais positif. D'accord. C'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, après, c'est tout ce qui m'a. Enfin, après, il y a beaucoup de choses, hein, qui se sont accumulées, quoi, mais c'est ce qui m'a poussé aussi à en arriver là aujourd'hui, quoi. Mais ça, on va. Alors, du coup, ce qu'on comprend pas, et c'est ce que tu vas nous expliquer, c'est qu'à partir du moment où tu es diagnostiqué comme étant malade, porteur de cette bactérie, donc ça signifie que logiquement toute la machine doit se mettre en place en France, prise en charge par la Sécu, etc. Et finalement, c'est pas réellement le cas. C'est pas du tout le cas parce qu'en fait, les autorités reconnaissent la forme aiguë, hein, mais pas la forme chronique. Donc, on se retrouve avec un diagnostic et on se retrouve avec pas beaucoup de solutions thérapeutiques. Alors, ce médecin-là m'a proposé des solutions quand même, hein, mais donc dans un premier temps, on est parti sur un protocole de phytothérapie, hein, qui sont, voilà, le fait que ça ne soit pas reconnu, c'est entièrement à la charge de. Bien sûr. Tout a été à ma charge, hein.
Et puis, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Ça arrive. Ouais, ouais, c'est ce que tu me disais. Je te disais en fait par rapport à la à la sécurité sociale. Donc là, ce que j'ai compris, c'est que finalement la Sécu fait deux distinctions. Euh, Mmh. la maladie de Lyme aiguë, où là, donc ce serait c'est une prise en charge sur 3 semaines, je crois, d'un traitement d'antibiotiques, etc. Mmh. Euh, mais elle ne reconnaît pas la prise en charge de la Voilà, maladie chronique. la forme chronique, ouais. Ou Donc, chronique. ce qui engendre pour les personnes qui veulent se soigner énormément de frais, hein. Moi, en 2015, j'ai dépensé environ 20 000 euros quand même pour me soigner, et je suis pas guéri. Je suis sur la voie de la guérison, hein, attention. Euh, voilà, donc tout ça, c'est à notre charge. Et puis c'est très long. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, quoi, en termes de traitement, voire plus, quoi. Il y a des gens chez qui ça dure beaucoup plus longtemps. Donc il faut du temps, il faut de l'argent. Et c'est ce qu'on me donne plus aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc j'estime qu'on me donne plus le droit de guérir, en fait. C'est pour ça que je suis arrivé là, quoi. D'accord. Parce que toi, est-ce que tu as un petit peu une idée du nombre de cas que ça représente en France déjà, de personnes ayant cette maladie chronique? Moi, à mon niveau, je suis pas un expert, hein, j'ai pas trop d'idées. Enfin, j'ai pas trop d'idées. J'ai ma petite idée sur la question parce que j'ai lu certaines choses. Je pense que c'est énorme puisqu'on parle d'épidémie, on parle de, voilà, il y a quand même 1 500 000 personnes infectées en Allemagne avec 300 000 nouveaux cas par an. Euh, Est-ce qu'on n'est pas loin encore de la vérité? Parce il y a encore 2 ans en arrière, les chiffres, c'était pas cela, hein. On parlait seulement de 100 000 cas, 100 000 nouveaux cas par an. On est déjà passé à 300 000 en l'espace de 2 ans. Moi, je pense qu'on est encore loin de la vérité. Euh, voilà, pour moi, c'est une réelle épidémie. Il faut que les pouvoirs publics se bougent. Euh, voilà, parce que ouais, c'est une vraie catastrophe, quoi. Oui, Mais parce que après, ce qui est surprenant dans les chiffres que tu avances, donc ça, ce sont des chiffres, on va dire, officiels allemands. Euh, ouais, c'est c'est ça. Mm. c'est ça. Là-dessus, il n'y a pas Mm. à contester ces chiffres-là. Non. Donc, Ouais. voilà, quand tu parles de ces chiffres-là, bon, ok, on a une vision des Allemands qui se trimballent en short avec les mollets à l'air, donc qui se font peut-être piquer plus facilement que les autres, mais quand même, ça va être difficile finalement à croire qu'ils ont tous été contaminés par une piqûre de tique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un autre moyen, un autre mode de transmission. Donc on l'a vu chez toi, c'est mère-enfant, mais est-ce Mm. que finalement il n'y aurait pas une transmission un petit peu comme le sida, hein, par Mm. transmission sanguine, par transmission sexuelle, etc. Bah, aujourd'hui, scientifiquement, transmission sexuelle, il n'y a rien qui a été prouvé, hein. Cependant, on en a quand même retrouvé dans du sperme et dans des sécrétions vaginales. Voilà. Mais, les études visiblement se sont arrêtées là. La transmission sanguine, il me semble qu'elle est avérée. Euh, ouais, Sauf que donc, quand tu fais un don de sang, on va vérifier si tu as le sida, on va vérifier si tu as mm, des hépatites, mais on va pas mm. vérifier si tu es porteur de la bactérie. Non, c'est bien ça le problème, ouais. Surtout Voilà. quand on sait qu'il y a 1 million de transfusions par an, quoi, en France. Donc ça voudrait dire que potentiellement, c'est pas les chiffres qui sont annoncés sont bien en dessous de la vérité. Mm, Ce serait comme tu as employé le terme de véritable épidémie, ce serait mm, effectivement une bombe à retardement, tout ça. mm. Ouais, pour moi, c'est une vraie bombe à retardement. Voilà, c'est étrange que les pouvoirs publics se mobilisent pas plus. Bon, en même temps, ça fait 30 ans que ça a commencé, hein, ça fait. Bon, en même temps, la Borrelia existe depuis très longtemps, mais après, voilà, il y a eu des modifications qui ont été certainement faites sur l'éthique. Enfin, c'est ce qui se laisse entendre, hein, parce que l'origine de tout ça, ça part de la ville de Lyme. C'est quand même intéressant de le savoir. Mhm. C'est une ville qui était à côté d'une base militaire de recherche, hein, scientifique, euh, Américaine? américaine, ouais, bien sûr. Et donc, bon, il y en a
bon, il y en a qui disent, après il y a tout il y a tout, mais voilà, il y aurait eu des tiques qui seraient échappés par le biais d'oiseaux, hein. Et bon, quelques temps plus tard, il y a eu une épidémie de polyarthrite rhumatoïde dans la ville de Lyme. Voilà. Donc ils ont fait le rapprochement en fait entre ce laboratoire américain et, voilà, qui devait faire visiblement des recherches sur les tiques. On parle aussi de préparation de guerre bactériologique. Bon, après, moi, c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Il faut quand même rester prudent et tout ça. Mais, non, mais ouais. c'est quand même intéressant parce que bon, tout est plausible, hein, effectivement, pourquoi pas. Après, est-ce que historiquement, on retrouve des traces de la maladie de Lyme dans des écrits voilà, historiques au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité? Je sais pas. C'est vrai que je me suis jamais penché sur la question, mais ça pourrait être intéressant de voir réellement quand est-ce que cette maladie apparaît, si c'est une maladie moderne. Non, elle a apparu depuis très très longtemps, hein, puisque Tutsi, la momie Tutsi, hein, je crois qu'elle s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas, avait la maladie de Lyme. Donc déjà à l'époque ça existait, et ça remonte à longtemps, hein. Donc ça existait déjà à l'époque. Après, aujourd'hui, déjà la maladie de Lyme qui était transmise il y a 50 ans et celle qui est transmise aujourd'hui, c'est déjà plus la même, quoi. Parce que les agents pathogènes qui sont transmis, c'est bien pire que maintenant, quoi. Aujourd'hui, une piqûre de tique, je crois qu'on connaît seulement 20% des agents pathogènes qui sont transmis. Il y en a 80 où on ne sait pas. C'est l'inconnu, quoi. Donc, ouais, c'est impressionnant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, cette maladie, elle va peut-être pas se déclarer de suite, elle va peut-être se déclarer au bout de 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que potentiellement, moi, j'ai dû me faire piquer, quoi. C'est même pas j'ai dû, je me suis fait piquer 2-3 fois par des tiques dans ma jeunesse. Ça se trouve, je suis aussi porteur potentiel de cette maladie. Oui, bien sûr, elle peut mettre des années à sortir. Elle attend qu'un truc, hein, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Voilà, qui peut arriver par plusieurs moyens, hein. Il y a énormément de moyens, mais voilà, par exemple, un choc émotionnel, il y a plein de choses, quoi. Et est-ce que finalement, c'est une maladie aussi, par contre très connue, comme la maladie de Parkinson ou comme l'autre là qui me revient plus, justement, c'est celle de l'oubli, Alzheimer. Je n'ai pas voulu faire de jeu de mots, hein, c'est vraiment, je ne retrouvais plus le nom. Est-ce que finalement ce serait peut-être pas une conséquence directe ou indirecte de... Aujourd'hui, il y a certains experts qui font le rapprochement avec Alzheimer, hein, c'est très clair. Ils en parlent de plus en plus. Parce qu'on en retrouve, il y a un Américain, McDonald, je crois qu'il s'appelle, ou McDo, quelque chose comme ça. Il est médecin légiste, je crois, et dans le cerveau des patients, il a exploré effectivement chez les personnes qui avaient Alzheimer, elles avaient toutes des borrélies dans le cerveau, quoi. Donc, ouais, il y a un lien qui est en train d'être fait. Après, voilà, moi, on m'a quand même diagnostiqué à la base une spondylarthrite ankylosante, hein, donc c'est une maladie auto-immune aussi. Donc, est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui sont dans mon cas, hein, à qui on a diagnostiqué des maladies auto-immunes et qui en fait ont une maladie de Lyme, voilà. Ouais, elle serait mal diagnostiquée. Et qui suffirait de traiter par antibiotiques, quoi. Après, je comprends que les antibiotiques puissent faire peur, hein, à nos responsables, parce qu'il y a la résistance bactérienne. Mais peut-être, mais il aurait peut-être fallu y bosser il y a 30 ans, quoi. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, il faut avancer, quoi. Donc, il faut qu'il y ait de la recherche, quoi. Pour ça, quoi. Ouais. Ouais. Chose qu'on a complètement oubliée. Et donc, alors, maintenant, concrètement, par rapport à toi, donc... toi, finalement, ton objectif, c'est quoi? C'est de faire reconnaître de façon officielle la maladie chronique, c'est ça? C'est pour ça que tu t'es lancé dans une grève de la faim? Voilà, explique-nous tout ça. Moi, mon objectif avant tout, c'est guérir. C'est très personnel. C'est peut-être un peu égoïste. On allait dire c'est égoïste, mais non, je crois que quand tu es malade, finalement, c'est juste normal.
Voilà, ouais. Donc voilà, c'est guérir, c'est pouvoir nourrir ma famille, hein, parce que bah, depuis le 19 juin, j'ai plus aucun revenu, hein, puisque le médecin conseil donc, de la MSA qui suit mon dossier bah, a jugé enfin a jugé, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus justifier auprès de sa hiérarchie bah, le fait que moi je lui parle de maladie de Lyme chronique et que sur mes arrêts il y a marqué spondylarthrite ankylosante. Donc il fallait, et vu que cette maladie n'est pas reconnue, bah, il fallait que je retourne au travail, hein. Donc voilà, donc ça a été le déclencheur, hein, c'est ce qui m'a poussé à en arriver là. Après, c'est sûr que bah, comme beaucoup de malades et de plus en plus de gens qui ont compris de quoi ils souffraient réellement, bah, je demande, ouais, j'alerte les autorités et je demande que cette maladie soit reconnue, soit prise en charge au titre de l'ALD, qu'on ait des tests de dépistage fiables. Et puis surtout, je demande que les médecins qui nous soignent aujourd'hui, qui prennent des risques, parce qu'ils soignent hors consensus, hein. Donc c'est des médecins qui sont chassés, c'est des médecins à qui enfin, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre eux, il y a des enquêtes qui sont menées, on les enquiquine, alors que c'est des gens qui font leur boulot, parce qu'ils guérissent des gens, quoi. Donc il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Voilà. Ça, Ouais. c'est un point qui est énorme, quoi. On peut pas continuer à laisser faire ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Ces gens-là arrivent à sortir des enfants de l'autisme, quoi. Donc, en traitant par antibiotiques, hein, puisqu'il y a un lien aussi avec l'autisme et la borrelia. Enfin, Ouais, donc, bah, oui, dans l'absolu, pourquoi pas. C'est vrai qu'aussi les cas d'autisme ont explosé depuis ces dernières années. On ne hum, sait pas pourquoi. Voilà, ben, ça hum. pourrait être aussi effectivement une raison. Alors, En tout pas cas, une tous, piste à. ouais, pas tous, mais visiblement, il y a beaucoup de cas qui sont d'origine infectieuse. Et lorsqu'on traite par antibiotiques, hein, donc si on le prend assez tôt, il faut le prendre avant l'âge de 8 ans. Mais si on le prend assez tôt, les enfants arrivent à avoir de très très nettes améliorations et on peut espérer les sortir de l'autisme, quoi, ce qui est quand même énorme. Euh, Enfin, je veux dire, ouais, non, mais c'est énorme, quoi. Bah, Donc écoute, en il tout cas, faut laisser. c'est intéressant que tu évoques ça parce que il y a peut-être voilà, des parents d'enfants autistes qui nous écoutent, Bien sûr. qui sont peut-être pas au courant de ce genre de relation de cause à effet. Parce que le problème, c'est que tant que c'est pas prouvé officiellement, voilà, Mm. les officiels n'en parleront jamais. Voilà, c'est peut-être une piste. Écoutez, chacun, après, vous êtes tous responsables de vos propres actes. Voilà, si vous voulez Mm. investiguer dans ce sens-là, faites-le. Mais ça peut être effectivement une piste. Et donc, alors, on a dit tout à l'heure, ça fait 12 jours que tu entames ta grève de la faim. Là, on Mm. enregistre, on est jeudi. L'émission sera diffusée dimanche. Donc, dimanche, ça fera 3 jours de plus. Quoi, t'as entamé ton 13e jour, donc on sera 16 jours. Euh, Mm. Est-ce que tu t'es donné, malgré tout, parce que toi, ton but, on rappelle, c'est de guérir, c'est pas de te flinguer non plus. Est-ce que tu Mm. t'es donné une limite? Voilà, quand est-ce que tu as déjà réellement espoir que ton seul cas, entre guillemets, parce que va faire évoluer les choses? Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous soyez tu vois, des dizaines, des centaines à faire la même chose? Et où est-ce que Mm. toi tu penses t'arrêter? Alors, où est-ce que je pense m'arrêter? Enfin, déjà, je vais commencer par la mobilisation qu'il y a tout autour. Alors, il y a déjà des personnes hein, qui ont entamé des grèves de la faim en parallèle de moi. Elles sont pour l'instant pas médiatisées. Moi, je relais pas l'info plus que ça sur la page parce que je veux pas, parce que tout le monde n'est pas dans le même état que moi. Moi, je me suis préparé pour cette grève de la faim. J'ai travaillé pour. Voilà, je suis encadré euh, Mhm. par des professionnels de santé. Donc voilà, je veux pas encourager des gens qui vont prendre des risques. Déjà, moi, j'en prends, j'en suis conscient, mais je veux qu'ils soient bien. Voilà, donc je veux pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc c'est sûr que des opérations comme j'ai lancé là, elles risquent de se multiplier dans les mois à venir, hein, parce que les malades sont désespérés, hein. Des Mathias Lacoste, il y en a malheureusement plein la France, de plus en plus qui ont basculé dans la précarité ou qui sont en train. Donc les gens vont réagir, c'est obligé, quoi. On peut plus laisser. Non, non, ça c'est obligé. Et après, ta seconde question, excuse-moi, j'ai. C'est voilà, jusque quand tu penses
pouvoir mener ton action, en tout cas celle-ci, parce que tu pourras toujours la mener d'une façon Bien sûr. différente. Donc celle-ci, bah, moi j'attends en priorité, j'attends le dénouement de ma situation, j'attends un avis favorable. S'il n'y a pas d'avis favorable, moi j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on me donne ce que je demande. Donc, Ok. Et si on veut te soutenir, Mathias, comment est-ce qu'on peut le faire? Déjà, parce qu'il y a plusieurs façons de soutenir les gens, hein. Il y a déjà soutenir ta cause. Donc, tu parlais de page, donc tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que les gens qui veulent te soutenir aussi financièrement peuvent le faire? non, enfin aujourd'hui c'est pas ce que je demande. Voilà, c'est pas ma démarche. Financièrement, je me débrouillerai. Je trouverai toujours une solution. Je vendrai ce que j'ai chez moi si besoin. Je veux pas que les gens me donnent de l'argent. Il y a de l'argent qui va m'être donné parce qu'il y a notamment un boulanger qui a fait un don de 100 brioches là dimanche qui vont être vendues. Cet argent-là, il sera distribué à la recherche pour la maladie de Lyme qui aujourd'hui n'existe pas. Mais il sera voilà, conservé et donné aux bonnes personnes, des personnes de confiance. Si les gens veulent m'aider, c'est super simple, il n'y a pas grand-chose entre guillemets à faire, mais en même temps c'est hyper important. C'est de devenir comme la plupart des gens sur la page, c'est de devenir acteur de l'action en fait. Et pour devenir acteur, il faut déjà partager un maximum des messages. Information, bien sûr. Ouais, c'est ça que je diffuse, c'est tout en fait. C'est le seul, mais c'est énorme en fait, parce que c'est une chaîne. Et elle s'est déjà créée, ça prend énormément d'ampleur, hein. Aujourd'hui, il y a à peu près, ouais, il doit y avoir un peu plus de 5000 personnes qui suivent la page. Bon, en 12, 13 jours, c'est énorme, je trouve. Euh, Après, il y a, voilà, il y a des, enfin, quand je publie sur Facebook, j'ai regardé récemment là, parce que principalement tout se fait sur Facebook, hein, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais tout se fait sur Facebook via la page donc le droit de guérir. Euh, toutes les portées de publication aujourd'hui, je suis à plus de 200 000 personnes, donc c'est énorme. Donc ça veut dire que les gens ont partagé, les gens se sont concernés. Et voilà, on est hors maladie de Lyme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se sentent concernés par cette action, alors qu'ils ne sont pas atteints par la maladie. Et c'est ça qui est important voilà, dans mon action. Voilà. Oui, puis comme on l'a évoqué tout à l'heure, et puis on peut le répéter, hein, c'est que potentiellement, on est tous, peut-être tous porteurs sains pour le moment de la maladie sans le savoir, parce que ça va peut-être plus loin qu'une simple morsure de tique. Exactement, tu as tout résumé. Donc on est vraiment tous concernés, même si au début peut-être on ne le sent pas, mais après quand on commence à comprendre les choses, on se dit bah, mince, je suis concerné. De toute façon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des enfants aujourd'hui, et quand on a des enfants, bon bah voilà, là il faut déjà cet été, il faut bien penser à faire attention dans l'herbe, voilà, dès que surveiller son enfant, les tiques elles se mettent derrière les oreilles, voilà, elles se mettent là où Sous les plis, sous l'aine, ouais, c'est ça. sur l'entrecuisse, tout à fait. Voilà. Donc c'est des endroits à surveiller. Quand on lave son enfant le soir, on surveille. Si jamais il se fait piquer, bon ben on se rapproche. Alors on va voir un médecin, c'est sûr. Mais malheureusement les médecins ils sont pas encore bien formés sur tout ça. Donc ils vont donner certainement des antibiotiques, mais ils seront certainement pas suffisants. Mais pour commencer le traitement, ça sera très bien. Et puis derrière ça, il faut tout de suite prendre contact avec les associations qui sont là pour diriger les gens vers des médecins qui sont bien formés et qui connaissent bien la maladie et comment la traiter et comment guérir, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment se rapprocher de ces associations. Je vais les nommer d'ailleurs. Oui, je vais les vas-y. nommer. Oui, Voilà. justement. Il y a l'association Lyme sans frontières, il y a Lyme Pact, il y a le relais de Lyme, il y a France Lyme, et voilà, maintenant il y a aussi une fédération qui a été créée pour réunir voilà, l'ensemble des associations. Ok. Donc, il faut vraiment se rapprocher d'eux, ne pas hésiter à aller sur Internet, hein, ils ont un site dans la rubrique Contact, et puis vous avez tout, vraiment tout.
Ok. Bon, et puis vraiment le petit conseil pratique, c'est si vous êtes fait mordre par une tique, donc elle vrille dans la peau, donc faut pas l'arracher droit, faut l'arracher en pivotant comme une vis, hein, parce qu'il faut absolument enlever la tête. Si vous enlevez que le corps, vous laissez la tête, les bactéries continuent à proliférer. Voilà, Voilà, ouais. Et le mieux, c'est quand même de le faire avec un tire-tique. Voilà, que tout à fait. vous pouvez trouver en pharmacie, c'est hyper pratique, hein, ça permet vraiment d'attraper la tique, de tourner vraiment, c'est hyper facile, on tire et ça s'enlève tout seul, quoi. C'est ça. Donc voilà, ne jamais le faire avec une pince à épiler, hein, parce qu'on ferait l'inverse de ce qu'il faut faire, hein, parce qu'avec la pince à épiler, en fait, on a tendance à appuyer légèrement sur la tête et sur le ventre. Voilà, et du coup, voilà, les bactéries pathogènes sont forcément transmises dans l'organisme, quoi. Donc voilà, attention. Tu fais bien de le préciser. Bon, en tout cas, Mathias, voilà, on te remercie d'être venu témoigner de ton combat et de cette maladie, parce qu'encore une fois, ça concerne Mathias, mais ça peut vraiment vous concerner à tous. Et faites des recherches sur Internet, vous allez voir que c'est pas si isolé que ça comme maladie. Et puis voilà, finalement, il y a peut-être des rapports de cause à effet qui ne sont pas encore démontrés officiellement, mais on sait que ça peut mettre un demi-siècle avant que ça arrive, avec d'autres maladies beaucoup plus connues et qui touchent tout le monde. Voilà. En tout cas, on te soutient. Donc, on rappelle le nom de ta page Facebook. C'est le droit de guérir. Le droit de guérir, voilà. Et effectivement, ça doit être un droit, et voilà, le droit de tout le monde, que ce soit en France ou partout dans le monde. Donc, écoute, on te souhaite bon courage, et puis merci à tous d'avoir écouté, quoi. Et merci à toi, Antoine, d'avoir pris le temps de faire cette interview, parce que c'est important pour. C'est ça, tu l'as dit, l'objectif c'est de relayer. Et n'hésitez pas, partager cette vidéo. Ce qu'on fera, on mettra un extrait sur Miasme TV, et puis on mettra la vidéo à part pour qu'elle puisse être juste partagée à part et être diffusée un maximum. Super, parfait. Allez, à bientôt, Mathias. À bientôt.